Et oui, c'est maintenant parti. Encore une fois, toujours pas de chanson. C'est la nouvelle en Ouais. balado. En Salut balado tout le et monde. aussi dans l'esprit des fêtes. Ben oui, c'est ça. Bienvenue à l'Automobile en balado, 7e épisode. On s'est mis dans l'esprit des fêtes, on a une voiture rouge. Et puis, ouais, on a le traîneau, on a l'ambiance, on a tout ce qu'il faut. La neige. La Corolla 2020, celle-là. Hein? 2020, On va absolument. parler 12e génération, on va en parler vers la fin de la balado. 12e génération, pareil. Oui. Et toujours une des plus vendues au Canada. En plus. Absolument, Donc, absolument, depuis très longtemps. ouais, D'ailleurs, c'est c'est ça. la voiture la plus vendue de tous les temps. 44 millions, quelque chose comme ça, depuis 1966. Quand même, Ben oui. Ouais. quand même. On va voir que, ouais, ben il y en a pour qui ça va bien, hein, Toyota. Il y en a pour qui ça va moins bien. Pensons aux gens Ouais. d'Oshawa. Là, il y a une usine qui ferme dans les prochains jours. Officiellement, 20 décembre, c'est la fin des émissions pour l'usine d'Oshawa, une usine qui est ouverte depuis plus de 100 ans. 4 générations de travailleurs qui sont passés là. Bon, évidemment, c'est une mort programmée. On l'avait annoncé, on le sait depuis plus d'un an. Au sommet de sa gloire, début des années 2000, il y avait plus de 20 000 travailleurs qui Ah oui, étaient c'était là, énorme, imagine. oui. Puis ça, on parle de travailleurs d'usine, on ne parle pas de tous les gens auto, ouais. satellites, les fournisseurs, les gens qui dépendaient de l'usine. C'était vraiment une ville automobile. Mais GM, avec Oshawa et d'autres, a fait un ménage, c'est-à-dire que là, maintenant, on a procédé avec 4 autres usines aux États-Unis à du remaniement, de la réorganisation pour justement faire face aux dépenses qui s'en viennent pour tout ce qui est électrique, hybride, autonomie. Alors, les gens d'Oshawa, vont... écoutez, certains ont encore espoir qu'on pourrait peut-être y faire quelque chose, mais si le passé est garant de l'avenir et qu'on se rappelle de Boisbriand, Ça regarde pas bien. 6 mois après, il y avait un Costco et un centre d'achat. Alors, c'est ça. Écoute, il y a une Donc, usine de GM en Ohio qui a été rachetée par une start-up qui veut faire des pick-up électriques. Oui, Peut-être qu'il y a des gens d'Oshawa qui ont le goût de se lancer en business. ça sera le temps d'acheter une grande usine, probablement pour un très bon prix. Est effectivement probablement pas très cher en ce moment, tu as bien raison. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est le temps de faire un téléphone Avec quelques à millions de dollars Oshawa. en poche. Oui, ça prend C'est quand le même temps. un investissement de base, effectivement. Parlant d'argent, l'indice des prix dans l'automobile a été publié par Auto Hebdo. Oui. Il y a quelques petites surprises dans ce rapport. En fait, la grande surprise, c'est que pour la première fois dans l'histoire, en novembre 2019, le prix moyen pour le coût d'acquisition d'un véhicule neuf au Canada, plus de 40 000 $40 000. 40 490 précisément. C'est beaucoup de sous. On est loin de la voiture à 10 000 il y a quelques années. Hein? Oui, puis bon, écoute, il faut garder en tête, Alain, que ça existe encore, des autos abordables. Sauf que là, qu'est-ce qu'on fait depuis 2-3 ans? Qu'est-ce qu'on achète depuis 2-3 ans? On achète des utilitaires. Qu'est-ce qu'on enlève du marché? Des petites voitures, des voitures compactes, moyennes. Donc, les véhicules les moins chers disparaissent, les plus chers apparaissent. Puis c'est quoi les véhicules les plus vendus, toutes catégories confondues? Deux pick-up, Des pick-up des VUS. qui coûtent facilement plus de 40 000 là. Ouais. Alors, donc, ça nous amène à ce prix-là. Puis ce qui est un peu insidieux là-dedans, c'est que les gens achètent un paiement. Les gens payent Ah oui. 350 par À la semaine, aux 2 semaines en mois, plus 400 maintenant, par ouais, mois, aux ça 2 change semaines. Fait beaucoup. que, en bout de piste, on n'a pas vraiment idée du prix réel de la voiture qu'on achète, mais sachez qu'on est rendu à 40 000. Puis dans les prix de véhicules d'occasion, on est à 18 888, Wow. ce qui est quand même aussi un montant assez important. Donc, des fois, on regarde, on se dit, ouais, des gens qui n'ont pas d'auto, tabarnouche, il faut être en moyen pour avoir un auto aujourd'hui. Là. C'est plus une affaire qui coûte quelques milliers de dollars. Là. Non, puis ça se déprécie vite, donc c'est Ben certainement pas un investissement. On peut se dire, Ah non, tu sais, non, dans c'est l'immobilier, une par exemple, dépense. on peut dire, tu sais, les maisons prennent des valeurs, mais Exact. dans l'automobile, qui est le deuxième plus gros Bon, achat pour à les moins gens, d'être un collectionneur et de savoir faut exactement ce avoir qu'on un flair en achète, particulier, ouais. oui, mais ces gens-là sont vraiment à l'exception. Là. Il y a Ford qui fait un rappel Oui, de gros camions, en fait. Parlant de camions. on parlait de camions. Ben oui. Les Super Duty, en fait, il y a 500 000 rappels de C'est ce gros, ça. nombre-là. Ouais, c'est bon, majoritairement aux États-Unis. Il y a un peu plus de 50 000 modèles au Canada. En fait, c'est les modèles 2017 à 2019 qui ont été rappelés pour un prétentionneur de ceinture de sécurité. Bon, Ah c'est bon? quoi ça, un prétentionneur de ceinture de sécurité? En fait, c'est le truc qui fait que... Ce qui bloque la ceinture. Voilà. Ouais. Et ça fonctionne avec un détonateur.
Et là, il y a eu des problèmes dans le détonateur. Ça peut causer un incendie parce qu'un détonateur, c'est une petite explosion, évidemment. Et on rappelle ces véhicules-là. Il y a un cas d'incendie qui a été déclaré aux États-Unis, heureusement sans incident. Mais là, quand on a un qui a brûlé, tu te dis, bon, aujourd'hui, on n'attend plus. Alors, si vous êtes propriétaire CF250, F350, 2017 à 2019, bien, ça vous concerne. Là, les gens qui ont ça vont probablement soit recevoir une lettre, un téléphone ou appeler votre concessionnaire. Une pièce fragile, c'est pas la première fois qu'une voiture est appelée pour non, ce genre de effectivement. Et c'est une pièce fragile à installer. À cause, justement, du détonateur, tout ça, il y a une procédure qui est assez complexe. Et effectivement, c'est des pièces qui sont délicates. À l'autre bout du spectre, et on revient au Québec, en fait, oui. La voiture la plus recherchée dans la province en ce moment n'est pas celle qu'on peut penser. C'est pas une voiture électrique, c'est une voiture particulièrement... Non. C'est une voiture populaire. C'est une belle voiture, en fait. Oui. C'est une voiture très réussie. Et c'est la Honda Civic. Honda Civic, qui est la plus recherchée, ce n'est pas la première année. Il faut dire que ça fait, mon Dieu, 20 ans, je pense, que la Civic est la voiture dans sa catégorie. En fait, la voiture, on ne parle pas du camion. Dans la catégorie voiture, c'est le modèle le plus vendu au Canada. On était près de 70 000 dans les belles années. On a un peu diminué, mais ça demeure, dans les moteurs de recherche sur Internet, un des véhicules les plus recherchés. Vous aurez deviné aussi que les F-150 sont dans le haut de la liste, les camions Silverado. Donc, les modèles qui sont généralement populaires sont aussi parmi les plus recherchés. C'est qui est la petite berline la plus vendue au Canada. Oui. Qui n'est pas nécessairement le véhicule. Je pense que ça arrive 4e dans le marché, donc ça donne une idée de où ça exact. Dans le Oui, marché. on parlait tantôt des camions. C'est les camions qui occupent le haut de la liste. On est à plus de 120 000 pour le F-150, qui est le plus vendu, toutes catégories confondues. Voilà. Merci, Benoît. Pas de problème. C'est l'hiver. Oui. Ça veut dire que la nouvelle année s'en vient, parce que, bon, Noël, après Noël, c'est quoi? C'est le jour de l'an. Oui. C'est 2020. Là, beaucoup de gens font des rétrospectives de la décennie. Oui, oui, c'est vrai, on arrive à 2020. Là. Je pense que nous, on préfère regarder par en avant et parler de 2020, parce que c'est une année, je faisais le bilan des nouveautés, puis tu le sais mieux que moi, là, avec l'annuel et tout ça, on voit ce qui s'en vient. Oui, on a une grosse année qui s'en vient. Il y a des modèles extrêmement marquants cette année. Alors, j'ai trouvé assez intéressant le concept, parce qu'on le fait évidemment chaque année, mais cette année plus que jamais, de revisiter les modèles les plus marquants de l'année à venir. Oui. J'en ai sorti 5, on en parle avec vous. La première, c'est la Corvette Stingray. Ah oui. Je pense que je n'ai même pas besoin de parler et d'expliquer pourquoi. J'ai juste besoin de dire Corvette Stingray 2020. Puis quand on change une légende, c'est clair. Puis il y a deux écoles sur la Corvette. Ben là, effectivement, c'est comme une Mustang, c'est comme les véhicules qui sont très iconiques, qui ont toujours les puristes et les espèces d'innovateurs, si on veut. Et en passant, ceux qui veulent une C7, la 7e génération de la Corvette, ça serait le temps là d'aller en voir parce qu'il y a des rabais intéressants. Ouais. Parce que là, évidemment, les concessionnaires, depuis à peu près 6 mois, en vendent plus beaucoup parce que tout le monde attend la nouvelle génération. Donc voilà. Puis en fait, c'est étonnant parce que tu vois, la nouvelle Corvette, la C8, est déjà apparemment en tout cas, c'est les rumeurs, serait déjà toute prévendue. Oui. Alors les concessionnaires vraiment font monter les enchères pour les gens qui veulent une précommande. Puis là, on a retardé un peu la venue sur le marché à cause de la grève de 40 jours qui a retardé le processus de fabrication du modèle à l'usine de Bowling Green au Kentucky. On a quand même hâte de voir cette petite voiture à moteur central, là, ce qui est vraiment une nouvelle, qui est la grosse affaire avec cette Corvette-là, pour un prix de détail, 70 000 canadiens, qui est, je comparais essentiellement la moitié du prix d'une voiture comparable dans d'autres marques. Puis ce qu'on a annoncé chez GM, c'est que tous les modèles qui allaient être vendus sous la barre des 80 000, GM allait perdre de l'argent. GM a avoué de facto qu'on veut percer le marché, qu'on va aller chercher une clientèle de voitures peut-être un peu plus exotiques et qu'on est prêt à le faire en perdant des sous sur certains modèles, dont les modèles de base. Moi, je vais avancer un truc, et ça a été un peu discuté officieusement chez GM. Il y a peut-être une nouvelle petite marque là, qui va naître. La Corvette doit peut-être créer une gamme de 2, 3, 4 véhicules, bébé Corvette. C'est à voir. Effectivement, il y a eu des rumeurs à ce sujet-là. Un VUS Corvette. On parle d'une Corvette hybride. On parle d'une Corvette hybride sport qui aurait 900 chevaux, qui est dans les cartons, la ZR1, la Z06 qui va aussi être présentée. Et à partir de là, effectivement, on peut faire une sous-famille de Corvettes. Là. Parlant de sous-famille qui est en train de voir le jour en 2020, il y a celle-là aussi, celle de Ford, là, le petit VUS Bronco. Qui évidemment que lui aussi, on attend depuis déjà une éternité. On attend depuis longtemps. Qui, là, bon, essentiellement, je pense, c'est dérivé du Ford Ranger, mais qui va vraiment créer une marque, parce que là, il y a le Bronco, il va y avoir un Bronco, une version un peu plus costaud de l'année prochaine, l'année suivante, en 2021. Il est question de faire une camionnette d'ici 5 ans, d'ici même un peu moins que ça, probablement qu'on va l'avoir d'ici 2 ans,
évidemment, année modèle, bon, 2023, 2024, ainsi de suite. Mais quand même, ça aussi, c'est très attendu. C'est une marque qui renaît, là, qui est disparue en 1996 et qui revient et qui tombe pile poil dans le marché. O.J. Simpson a rendu célèbre. Là, j'allais dire, ça, c'est l'affaire que Ford ne veut pas que vous sachiez, que vous vous rappeliez. C'est sûr que, bon, le modèle a mal fini à cause de ça, mais ça n'enlève rien au véhicule. Et on verra aussi comment ce modèle-là va être reçu par le marché. Mais pour Ford, l'idée, c'est d'aller concurrencer directement Jeep avec ça. Absolument. Puis c'est le modèle qui pourra le faire à cause, évidemment, de la notoriété du nom, de la popularité de la marque, du nombre de Bronco qui s'est vendu dans le passé. Donc, c'est le modèle tout indiqué pour faire parce ça. qu'on parle beaucoup de VUS et tout le kit, mais le Bronco rappelle l'époque où on parlait de 4x4. On voulant dire, voilà. C'est des camions, ces espèces de... Un camion d'homme. Même pas, ouais, c'est ça. C'est oui. C'est comme le précurseur de ce qui est une tendance aujourd'hui. Exact. Dans la même veine, il y a cette vieille... on disait, oui, ça, c'est le modèle de l'année que tu nous présentes. C'est le Jeep Wagoneer qui, non pas l'édition 1969, mais bien l'édition 2020-2021. Il va y avoir le Wagoneer et le Grand Wagoneer qui sont des gros VUS qu'on n'a pas encore vraiment vus en personne, mais qui oui, en fait, aussi... se veut Grand Cherokee format plus grand, un peu comme le Commander qu'on a eu, qui a disparu dans une facture plus moderne. Le Commander, c'était une espèce de grosse boîte carrée. Mais malgré ça, le Commander a été très populaire. Et tout ce qui a le nom Jeep dessus, en général, ça fonctionne bien, peut-être à l'exception du Renegade, qu'on aimerait en vendre plus au moment où on se parle, mais pour le reste, ça fonctionne bien. Puis on le sait, là, on calcule l'argent qu'on dépense parce qu'on n'en a pas beaucoup du côté de chez Jeep, de l'argent. J'ai hâte de voir le Wagoneer, comment il va être reçu. Il vient évidemment avec le V6 Pentastar, un V6 légèrement hybride aussi. Oui. Et le V8 du Ram 1500. Donc, ça va être un véhicule assez costaud, pas particulièrement frugal en termes de consommation d'essence, on peut le prédire. Probablement pas, non. Ben, l'hybride, ça devrait être correct. En fait, c'est le moteur du Pacifica là, qu'on va envoyer dedans. On va voir ça. On va essayer de voir Christian Meunier, le nouveau grand patron. Oui, parce qu'on connaît bien. Aussi, c'est ça, avec les mouvements de direction et les fusions et tout le kit. Là, mais c'est un modèle qui va probablement être là, le gros modèle attendu chez Jeep. La dernière année où Jeep a vendu des Wagoneer, c'est la dernière année où une équipe de hockey canadienne a gagné la Coupe Stanley. C'est en 1993. Bon, ça fait longtemps. Ça commence à faire longtemps. Ça fait 26 Ça fait 26 ans, là. Effectivement. On en a parlé la semaine passée avec les gens du groupe Park Avenue. Polestar arrive au Canada cette année, en 2020, avec la Polestar 1, bon, évidemment, qui est un véhicule qui va avoir une certaine... d'exception. Oui, c'est ça, une certaine attraction sur les gens, mais les gens vont rentrer là pour voir peut-être la Polestar 1. Ils vont sortir avec une Polestar 2, probablement, ceux qui veulent en acheter une, en tout cas. Les chances sont très bonnes. Alors ça, c'est le véhicule vraiment qui... c'est un véhicule intéressant parce que, bon, c'est encore une nouvelle marque. Oui. C'est un véhicule 100% électrique. C'est une voiture qui est à mi-chemin entre un VUS ou un multisegment et une Oui, bien c'est drôle parce que c'est une base de VUS. Ouais. C'est carrément construit sur une base de VUS. Donc, on veut donner l'espace et le côté généreux d'un VUS, mais dans un châssis d'automobile. Vendu à un prix un petit peu en bas d'une Tesla Model S. Oui. Donc, va chercher à peu près 420-440 km d'autonomie par charge. À peu près 5 secondes au 0-100. Quelque chose qui a l'air tout à fait correct. J'ai hâte de voir comment va être la réception. On n'aura pas des gros volumes, évidemment. Non. Ce qui va être intéressant de voir, c'est une offre supplémentaire dans ce milieu-là. Exact. Et Volvo, évidemment, bon, c'est Polestar, mais c'est Volvo, a un noyau de fidèles qui risque probablement d'attirer un certain nombre de personnes. Oui, Volvo, c'est un peu en anglais, on dit l'underdog de ce créneau-là. Oui, c'est une marque qui passe un peu sous le radar, mais qui est très appréciée, qui a quand même justement sa base d'acheteurs fidèles. Ça va être à suivre. Une autre marque, évidemment, qui a sa base d'acheteurs fidèles, c'est Tesla, la marque californienne, qui a réussi à se tailler une niche et qui a commencé son histoire, en fait, avec un Roadster. Absolument. Qui, à l'époque, n'était pas nécessairement le plus joli. Qui était une Lotus. Qui était, essentiellement. C'est une Lotus à laquelle on a mis un moteur électrique. Tout électrique. Ça a été lancé en pré-vente à 100 000 US. Alors là, on revient en 2009 avec une nouvelle génération de ce Roadster-là, le Roadster 2020. Qui, lui, devrait être vendu 200 000 américains. Oui. Et qui veut vraiment être, encore une fois, un véhicule aspirationnel. C'est-à-dire un véhicule qui va avoir... Et là, évidemment, on suit Elon Musk, donc est-ce que c'est vrai? On le sait pas. Mais on peut imaginer qu'il travaille fort là-dessus. 1000 km d'autonomie. Écoute, un 0-100 digne d'une Formule 1. Oui, là, il veut épater la galerie, 400 mais... km/h, des affaires qui sont qui sont pas, peut-être même pas légales, en fait, je sais pas, là, on verra bien. Mais une voiture qui devrait effectivement là, créer une espèce d'effet wow. C'est prévu pour la fin 2020.
Là, il y a une nouvelle Model S qui s'en vient, qui va être dessinée pour l'automne prochain. Exact. Est-ce que tout ça va arriver dans les temps prévus? On peut en douter parce que Tesla n'a pas nécessairement toujours ils n'ont pas l'habitude d'être à l'heure, mettons. Non, c'est ça, en termes de calendrier de production. Là. Donc, on peut imaginer que ça va arriver peut-être en 2021. Disons que c'est annoncé en 2020. Mais bon, là, il faut savoir si ça va arriver en 2020. Tesla a cette capacité de toucher l'imagination des gens. Donc, j'imagine que ça va quand même créer un buzz au cours des prochains mois. Oui. Elle va faire jaser de Tesla qui va arriver avec son modèle Y. Bien, si on prend le Cybertruck comme exemple. Avec son Cybertruck, oui, c'est ça. Fait que ça va être chargé dans les prochaines années. Écoute, Tesla, bientôt, on va avoir un catalogue assez garni, merci. Oui, bien là, puis tu sais, on annonce des semi-remorques, on annonce plein d'affaires. Ah oui, c'est ça, il y a le semi aussi. Ben oui, ben voilà. Fait que ça va être une grosse année pour Tesla aussi. Il n'y a pas de doute parce que là, je veux dire, ça fait une... Puis il est beau. Si le Roadster a l'air de ce que les dessins montrent, ça, il est intéressant. On va voir, ça va être à suivre en tout cas. Puis évidemment, c'est un véhicule qui ne sera pas vendu en très grand volume, mais qui risque d'attirer... Non, à 200 000, c'est clair, là, mais c'est toujours pour marquer l'imaginaire, pour marquer le point qu'on est capable de faire avec d'électrique, tout ce que vous pouvez trouver ailleurs à essence ou d'exotique sur le marché. C'est fou parce que Tesla, pendant qu'il développe ces nouveaux produits-là, Mercedes retarde le lancement de son EQC, son VUS électrique, parce que Audi et Jaguar ont des chiffres de vente décevants. Exact. Alors, dans le luxe exotique, là, on regarde ça puis on se fait comme peut-être que l'électrique est peut-être pas aussi hot qu'on l'espérait, ce qui est un peu dommage à la fois pour les gens qui achètent et pour les fabricants qui retardent leur plan comme ça. Effectivement. Mais ça laisse le marché à Tesla essentiellement. Bien, eux en profitent sans trop se soucier parce qu'on le sait, là, au moment où on se parle, Tesla a peine à faire d'argent, mais on fonce, on se dit. Ils sont bien appuyés, ils ont un modèle financier. On voit arriver le précipice, mais on marche le gaz au fond, puis on dit on trouvera une solution quand on arrivera sur le bord de tomber. Ce qui est fou, c'est que c'est la deuxième fois, je pense que ça fait 2 ans qu'Elon Musk a publié son plan d'attaque pour les années à venir. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Oui, il y a ça là-dessus, il est resté fidèle. Pas comme s'il était très subtil dans sa stratégie. Elle est publique. Alors, elle est publique. Les autres fabricants ne comprennent pas comment ça marche. On a une question à se poser sur qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre. Ils ne vont pas lire le blog d'Elon. Non, probablement pas. Une voiture qui, elle, fonctionne très bien, c'est celle qui est juste là. On change complètement de registre, évidemment, mais elle reste dans le même ton rouge que le Roadster, si on veut jouer là-dessus. Ton rouge, voiture, évidemment, voiture populaire. Et chose intéressante chez Toyota, dans un créneau en ce moment qui est pas en chute libre, mais en forte baisse. Au minimum stable, c'est ça. Au mieux, là, perd pas trop. Je pense que c'est 3 de perte en 2000. Mazda 3, pour donner un exemple, le modèle est tout nouveau. Les ventes sont en chute de 20 Voilà. Nissan Sentra, le modèle arrive tout juste sur le marché, mais baisse de 16 Toyota Corolla, nouveau modèle, baisse de 1 C'est une belle voiture, par exemple. C'est la plus belle Corolla que moi, je peux considérer à ce jour avoir conduit. Et Corolla offre une variété. Ça, c'est intéressant. Il y a dans ce modèle-là 3 moteurs dans la berline. Moteur de base qui donne, je pense, autour de 139 chevaux. Ouais. Ça, c'est la XSE, qui est le modèle tout équipé avec un moteur de 169 chevaux, qui a quand même du répondant. Et on a ajouté cette année un modèle hybride. Corolla hybride, ça remplit la promesse d'Akio Toyoda qui disait qu'éventuellement, on va avoir une hybride sur tous nos modèles. Puis c'est pas compliqué. On a pris ce qu'il y a dans Prius, puis on l'a mis dans Corolla. En plus, c'est ça, c'était là et ça attendait juste de servir. Et c'est hyper fiable, ça boit pas. Écoute, le modèle hybride, à date, j'ai un collègue qui l'a en ce moment, puis il est à 4,2, 4,3 litres au 100 l'hiver. Bien, il faut, parce qu'une voiture avec un moteur à essence normal est capable maintenant d'atteindre des 6-7 litres au 100. Depuis que je l'ai, je suis à 7,3. Comme l'hybride il y a quelques années. L'hiver, exactement. Donc, ça demeure une voiture extrêmement intéressante. C'est la 12e génération. On a conservé dans les modèles de base une boîte manuelle. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a toujours, surtout au Québec, on l'a dit, la compagnie Toyota nous l'a dit, la demande la plus forte, c'est toujours au Québec. Et on a même un Rev Match, excusez le mauvais terme anglais, mais c'est un synchro, en fait, de régime moteur avec la boîte manuelle qui fait que on est meilleur qu'on l'est en vérité. Mais je trouve ça intéressant dans un modèle, finalement, assez accessible comme la Corolla. Puis les prix demeurent intéressants. Là. Ça varie selon le modèle, mais... 24 à 30 000 voilà, à peu près. Là, comme lui, avec tout l'équipement, est à peine à 30 000.
L'insonorisation s'est améliorée dans le véhicule. La conduite est plus intéressante. Bon, la boîte CVT, c'est pas encore ma tasse de thé, honnêtement. Sauf que dans ce modèle-là, il y a un petit bouton sport qui ajoute beaucoup de répondants et on a des simulations de changement de rapport avec les palettes au volant qui va, disons, qui va vous faire saigner le tympan un petit peu moins. Disons-le comme ça. Et il va y avoir de la concurrence parce qu'évidemment, le Sentra est arrivé, qui va aller aussi jouer là-dedans. Le Sentra qui est là depuis 1982. On l'aura en essai un peu plus tard, mais je suis allé l'essayer en Californie la semaine dernière. Et franchement, c'est deux modèles qu'on peut directement comparer, elle et la Corolla, parce que c'est le même genre de véhicule. Je dirais, il y a peut-être l'inconvénient que le Sentra, il y a juste un moteur qui est à 149 chevaux. Boîte CVT aussi, mais boîte manuelle avec les modèles de base. On n'a pas annoncé de prix, mais attendez-vous ça va être la même brochette de prix là, que le Corolla. Oui, Nissan garde ça simple là, dans sa gamme. C'est des véhicules souvent un moteur, une transmission. Exact, comme ça. exact. Toyota joue vraiment la carte inverse parce que là, on parle de celle-là, il y a la Corolla hybride et il y a la Corolla hatchback aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a la Corolla hatchback. Qui est pas mal non plus, en fait, quand on la regarde. En fait, moi, ça me fait penser à une version moderne de la Matrix. Qui a été si populaire et si fiable, parce que ça, c'est probablement le plus gros avantage des produits Toyota. On achète ça les yeux fermés et ça demeure, même dans les modèles plus équipés, ça demeure simple. C'est pas compliqué, on se retrouve facilement à bord. On a maintenant Apple CarPlay et Android Auto. Ben oui. Ce qu'on n'avait pas chez Toyota jusqu'à récemment. Ce qui était, très dû là, dans les véhicules Toyota. Absolument. Fait qu'on a réglé ce problème-là. Donc ça, c'est une belle... En fait, non, il n'y a pas Android Auto. Il y a Apple CarPlay. Dans le Nissan Sentra, il y a Apple CarPlay et Android Auto. Oui, parce que Toyota la Corolla n'a pas d'Android Auto. Sur la collecte de données de Google. Non, exactement. Et ça reste encore un problème à régler. Exactement. Mais on a mis Apple CarPlay cette année. Bien, évidemment, on comprend l'utilité de Android Auto et de l'interface connectée. Oui. Mais tu vois, moi, je suis du côté de Toyota sur la décision de dire attendons de voir ce qu'ils font avec les données, quelles exact. données on peut leur donner. Oui, parce que on réalise un peu partout que les données qu'on a, finalement, notre vie publique est plus grande qu'on le pense. Ils ne sont pas nécessairement très prudentes avec ce qu'ils collectent sur nos habitudes de vie. Puis, donc c'est important de faire qui ont le scrupule, qui n'ont pas le scrupule, sont pas très scrupuleux. Non, effectivement. Disons-le comme ça. Bien, cela dit, donc, pour résumer, je veux dire, puis c'est un marché, tu l'as dit, en ralentissement. Mais c'est une belle offre dans un créneau. Moi, je suis quelqu'un automobile, moi. Honnêtement, ça me parle plus qu'à peu près n'importe quel VUS. Et Corolla, ça demeure ce que ça a toujours été, petite voiture fiable. Et on a été capable d'ajouter un petit grain de sel au niveau de la conduite. Oui, pas mal.